Allô, allô, oui, c'est bon. Merci Claire, merci à vous trois pour tenter à la fois de synthétiser et d'ouvrir évidemment sur des perspectives. Alors notre colloque s'est intitulé « Comment la République devient-elle écologique ?» Je ne suis pas sûr qu'on aura répondu de manière aussi précise et définitive à la fin de cette journée, mais il y a un certain nombre d'éclairages qui ont été donnés tout au cours de cette journée. Et je voudrais remercier d'ailleurs les intervenants, les intervenantes, je tourne trop le dos, de nous avoir permis d'ouvrir quelques perspectives. Alors, tous les trois, il vous reviendra de compléter ou d'intervenir sur ce thème. Mais derrière la question « Comment la République devient-elle écologique ?», il me semble qu'il y a de façon sous-jacente l'idée que la République, telle qu'on l'imagine, écologique, ce n'est pas forcément, peut-être même pas du tout, la cinquième telle qu'on la connaît. Les dernières semaines, c'est en tout cas ma conviction, ont permis une prise de conscience de l'ensemble des Françaises et des Français de l'impossibilité de continuer à fonctionner démocratiquement dans ce cadre tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il a été conçu en 1958, moi je dis par un homme pour un homme, dans un contexte à la fois de sortie de guerre évidemment, mais aussi en utilisant l'instabilité de la 4e République telle qu'elle fonctionnait. Mais je crois que les Françaises et les Françaises ne veulent plus de cette extrême présidentialisation qui confine, il faut bien le dire, à la monarchie. Tu l'évoquais ce matin, Daniel. Ils ne veulent plus de cette représentation du peuple par des élus si peu représentatifs de ce peuple, c'est le moins qu'on puisse dire, et de sa diversité dans tous les sens du terme. Ils ne veulent plus que l'ensemble des politiques sociales, environnementales, sanitaires, démocratiques soient toujours soumises aux diktats des marchés financiers et de l'orthodoxie de la Banque centrale européenne. On peut dire, à mon avis, que le fond, ce néolibéralisme cynique, et la forme, l'incapacité à écouter et à prendre en considération la vie de la population, le fond et la forme se rejoignent dans ce rejet massif. Alors comment faire pour qu'une république écologique succède à celle-ci? Comment sortir du productivisme à tout crin, tel qu'on le connaît aujourd'hui? Comment financer, par exemple, en ce moment, la protection sociale, dès lors qu'on ne veut plus que ce soit la croissance extractiviste qui serve de base à ce financement? Comment engager la transition écologique, je vais quand même reprendre ce terme, dans tous les domaines, sans recourir à l'autoritarisme, à la primauté de l'environnement sur le social et la démocratie, comme certains ont tendance quelquefois à le proposer? Et enfin, comment renouveler la démocratie pour que l'ensemble des Françaises et des Français se sentent partie prenante de cette nouvelle République, que ce soit au niveau de l'entreprise, au plan local, dans les institutions locales, mais aussi, évidemment, au plan national. Alors, je vous laisse le soin de répondre ou pas à ces quelques réflexions. Et je vous propose de commencer, ma Marine, puisque tu es là. J'étais justement en train de demander à Daniel dans quel ordre on parle pour savoir si je me préparais mentalement à parler tout de suite, mais maintenant c'est fait. Non, il n'y a pas de souci. Merci pour tout. Je n'ai pas eu la chance d'écouter toute la journée parce que j'étais de retour de Sainte-Soline en passant par Hénin, qui n'était pas sur la route, puisque je suis élue à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Et donc j'arrive juste, je n'ai pas eu la chance de bénéficier de tous vos échanges, mais j'espère que personnellement tu nous taperas des actes et que tu en feras une synthèse de 2 pages pour qu'on puisse garder tout ça en mémoire et faire ce qu'on a dit. J'ai vu la diversité des intervenants, j'ai vu que chacun était spécialiste sur son point et je ne pense très sincèrement ne pas avoir de valeur ajoutée sur les plans ou les points très techniques qui ont été abordés par les uns et par les autres. Ce que je peux peut-être vous apporter, c'est des réflexions par rapport au contexte et à cette semaine très particulière qu'on vient de vivre, puisque je pense que ce colloque qui vient à point nommé aussi, on se rend bien compte qu'on est là au bout d'une logique sur le fond et sur la forme. Et que si on ne change pas et sur le fond et sur la forme, ça risque pas de bien se passer. Dans cette semaine, il y a eu 3 choses. La première, c'était la manifestation retraite de jeudi, la 9e. Il y en a 8 qui se sont extrêmement bien passées.
des records d'affluence historiques, des manifs où on pouvait revenir en famille, à ce qu'on avait perdu l'habitude de faire dans ce pays. Une forte détermination, 9 Français actifs sur 10 d'accord pour dire quelque chose d'évident, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se faire voler nos 2 meilleures années de retraite, c'est-à-dire quand tout va bien les premières, pour se voir infliger à la place les 2 pires années de travail, c'est-à-dire en général les dernières quand on n'en peut plus. Il y a surtout un soutien des Français qui est croissant au fur et à mesure des mouvements, et on voit bien souvent quand il y a des grèves comme ça un peu dures, les gens au début sont là, allez les mecs, et puis au bout de 3 jours ils disent bon la CGT maintenant c'est les vacances, j'ai mon train, j'ai ma voiture à remplir et j'en ai marre, j'ai pas le temps, et moi j'ai un vrai travail et des vrais trucs dans la vie, donc laissez-moi tranquille, et le soutien baisse. Là c'est pas le cas. Mais tout continue à bien se passer jusqu'à cette 9e journée où on voit des affrontements, etc., les images que vous connaissez. Qu'est-ce qui s'est passé entre la 8e et la 9e journée? Le 49-3, le 10e. Alors on nous dit oui, mais il y en a tout le temps. Oui, sauf que là, ok, il y en a eu 100 dans l'histoire de la 5e République, mais là, ça fait 10 en un an de mandature. Plus, là, en l'occurrence, sur l'un des textes les plus impactants sur la vie de chacun et chacune dans notre pays. Donc il y a eu ça. Et on voit qu'immédiatement, ça a provoqué un truc assez épidermique. Alors en plus, à chaque fois, les gens disent, les gens au gouvernement, ils disent non mais les Français, ils comprennent pas, etc. Mais là, ils ont très très bien compris, y compris ce qu'était un 49-3. Et je pense que c'est intéressant. Maintenant, tout le monde est devenu expert en droit parlementaire, mais c'est un article de la Constitution, je pense aujourd'hui, que tout le monde connaît dans ce pays. Et puis, il y a eu aussi la prise de parole du président, qui en a rajouté une couche. Alors là, je pense que je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire. Moi, je faisais partie des gens, j'avoue, peut-être par naïveté, ou parce que je suis un peu troll parfois, qui réclamait sa prise de parole. Parce que je trouve inadmissible que depuis des semaines et des semaines, il laisse tout son gouvernement, sa première ministre en difficulté, sans prendre la parole, avec ses conseillers qui des fois disent « Oh là là, on est fatigué parce qu'ils font des erreurs de communication. Oh là là, ils sont quand même vraiment pas bons pour porter la réforme. Oh là là, ils savent pas faire de pédagogie. » Mais c'est ça, réforme. Et elle n'est pas pédagogique et elle est surtout pas juste. Donc quand il commence par dire à ses ministres « dites-leur que c'est une réforme de justice », et Elisabeth Borne à sa première conférence de presse dit « voilà, on a fait une réforme de justice, on vous la présente ». Tout le monde dit « ben, c'est pas vrai ». Après ils disent « non, mais c'est une réforme d'effort, c'est déjà pas pareil, surtout quand on voit qu'ils vont devoir faire les efforts ». Et puis ça se termine par « non mais en fait, on n'a plus d'argent ». C'est pas non plus la même chose. Et donc vous voyez bien que c'était pas un problème de pédagogie de ces ministres, c'était un problème de la réforme qu'il leur demandait de porter. Et lui, je rappelle quand même que c'est son idée, qu'il l'a portée fort dans sa campagne, et que lui, c'était 65 ans. Et qu'aujourd'hui, il reproche à ses ministres de ne pas réussir à bien expliquer 64 ans. Donc sur les retraites, sur la mobilisation, et on voit que les gens sont extrêmement déterminés et que ça ne va pas s'arrêter. La deuxième chose, c'est Sainte-Soline ce week-end. J'ai passé là 48 heures à répondre à des questions telles que est-ce que votre place d'élu était bien là? C'est-à-dire qu'on demande aujourd'hui à des élus écologistes, dans le moment écologiste qui a rassemblé le plus de militants depuis le Larzac. Moi, avant que ça tourne mal, je rencontrais plein de copains verts que même des fois j'avais jamais vu de ma vie et qui venaient me voir en me disant c'est important que vous soyez là. On était avec Thomas Dossu, Lisa Bellucco était là, il y avait David Cormand, il y avait Benoît Biteau évidemment qui est eurodéputé écolo et qui est paysan en Charente. Il y avait Daniel Salmon aussi du Sénat, Marie Toussaint, etc. Et ils venaient nous voir en disant c'est hyper important que vous soyez là. Ils étaient très émus en disant depuis le Larzac on n'avait pas vu ça et malgré les intimidations, malgré tout ce qui a été dit, c'est super important que vous soyez là, mais aussi que tout le monde soit là. Et puis surtout, la place de parlementaire, on en reparlait avec Thomas ce matin en essayant de voir comment répondre à toutes ces questions, c'est quand même d'être là pour contrôler l'action de l'État, l'action du gouvernement, et qu'évidemment, quand des violences sont annoncées, vous dites que vous êtes là. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Sainte-Soline? On avait 5 millions de forces déployées, c'est le coût de l'opération de maintien de l'ordre. 3200 gendarmes, CRS, policiers, autour de cette bassine, c'est-à-dire comme les chiffres du gouvernement, c'est 6 000 manifestants, nous étions 30 000, mais eux ils disent 6 000, un gendarme, un policier, un CRS pour 2 manifestants. Tout ça pour protéger un trou, puisque cette bassine, il y en a qui sont finies, d'ailleurs je précise qu'il y en a une qui est finie et en fonctionnement alors que la justice l'a interdite et qu'elle a quand même été construite avec la protection de l'État. C'est pour ça que moi, dans ce pays, quand on parle le gouvernement donne beaucoup de leçons de l'intérêt général, de la responsabilité, et la désobéissance, c'est très mal. Mais eux, ils désobéissent tous les jours. Ils désobéissent sur les seuils, sur la qualité de l'air, ils désobéissent sur l'inaction climatique, la justice les sanctionne, ils désobéissent aux propres objectifs qu'ils se fixent, sur la baisse de l'utilisation des pesticides, sur le bio dans les cantines, sur les énergies renouvelables, on devait être à
à 23% en 2022, c'est ce qu'on s'était engagé à faire auprès de la Commission européenne, et déjà c'était vraiment pas beaucoup par rapport aux autres pays, et nous étions à 19. L'État français désobéit tous les jours, y compris sur les bassines, parce que sur les 16 en Charente, la justice a demandé à 9 d'entre elles d'être redimensionnées, ça n'est pas fait, et parce que sur celle qui a été interdite, il continue de la construire et de protéger celles et ceux qui l'utilisent. Donc vous voyez, on est dans ce truc où celle de Sainte-Soline, elle n'est pas construite, c'est-à-dire que c'est un trou, alors c'est un très grand trou puisque ça fait l'équivalent de 80 piscines olympiques, mais à part la reboucher de ça, je ne vois pas trop ce qu'on aurait pu faire, même si on était 30 000. La réalité, c'est que on a eu des annonces testostéronées du ministre de l'Intérieur jour après jour les dernières semaines pour nous dire ça va être très grave, ça va être très très grave, attention là vraiment n'y allez pas, oulala, je mets de plus en plus de policiers, de plus en plus de CRS. Et faire ça, ça revient à donner rendez-vous aux personnes qui viennent plutôt pour les forces de l'ordre que pour les bassines. C'est exactement ça qui s'est passé, je pense qu'il a eu les images qu'il voulait, et évidemment que la manifestation s'est extrêmement bien passée jusqu'à l'arrivée aux bassines où vous avez massé le dispositif. La fois d'avant, il y a eu des CRS tout le long, ça s'était un peu mal passé tout le temps. Là, ça s'est très très bien passé pendant 8 km, c'était une randonnée pédestre, avec la fanfare, les chants, un peu sur la retraite, un peu sur les bassines, et quand on est arrivé, tout d'un coup, c'était la guerre. On s'est retrouvé quand même à devoir protéger des blessés qui étaient mis sur un talus, parce qu'on nous disait que les quads arrivaient. Mais qu'est-ce que c'est que ces quads? On me dit c'est comme la Brave M, mais dans la ruralité, ça a été créé en même temps, vous allez voir. Et donc il faut protéger les blessés parce que c'est des malades. Ok, on fait la chaîne humaine avec les élus qui étaient là, écharpe apparente, on représentait évidemment aucune menace, on n'affichait aucune hostilité, et on s'est pris beaucoup de lacrymons, on a essayé de bouger les blessés, puis des grenades, je ne sais pas leur nom parce que je ne suis pas experte police-justice à BFM, mais peut-être un jour le saura-t-on, et on s'est retrouvé premièrement à évacuer les blessés, puis un peu plus loin, puis à négocier avec la préfecture et la gendarmerie qu'ils soient vraiment évacués dans un vrai hôpital, ce qui a pris beaucoup trop longtemps, surtout pour les cas les plus graves, et on sait qu'un jeune homme est à cette heure entre la vie et la mort. On nous demande aujourd'hui de toujours nous excuser par rapport aux forces de l'ordre. Est-ce que vous vous excusez? Est-ce que vous condamnez? Évidemment, on est chez les écologistes, on est pour la non-violence, c'est ce qu'on porte depuis toujours. N'est-ce pas, monsieur Gérard Lévy, que j'ai vu poser une question tout à l'heure? On a une commission paix et désarmement, n'est-ce pas, dans notre parti, je crois qu'on est le seul. Et évidemment qu'on condamne, mais j'ai entendu très peu les ministres condamner aussi ou s'intéresser au sort des 200 blessés, et ça, on n'en parle pas du tout. Eux, on leur demande jamais. Tout pèse sur nous. On voit bien qu'on est dans un moment, du coup, qui, d'un point de vue républicain, est difficile, parce que ce qu'on nous demande, en fait, ce qu'ils voudraient nous entendre dire, c'est qu'on va arrêter d'aller manifester contre les bassines parce que c'est devenu dangereux de manifester. Et si, dans un pays comme la France, on ne peut plus manifester sur les sujets écolos, de manière non violente, c'est quand même un petit problème. On est en 2023, les enfants qui naissent cette année, on ne sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable pour leurs 30 ans. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'on reste chez nous. Et donc, moi, je vais continuer à dire, et je vous invite à faire de même, que nous, notre sujet, c'est l'écologie, et on continuera à se mobiliser pour, parce que c'est notre travail, et il a été de notre responsabilité politique. En tout cas, je pense que ça aurait été une faute de ne pas l'être de ce week-end. Et puis, le maintien de l'ordre, c'est la responsabilité de l'État et du ministre de l'Intérieur. Et on ne peut pas être blâmés, nous, pour ça. Mais il se passe là, depuis quelques heures, un truc plus grave, c'est que je suis censée aller demain en Lot-et-Garonne et que je reçois un communiqué de presse de la coordination rurale. C'est un syndicat agriculteur plus extrémiste que la FNSEA, plutôt tendance extrême droite, qui me disent que j'ai pas le droit de venir chez eux parce que je suis pas la bienvenue, parce que c'est chez eux et que moi je suis méchante et que je suis écolo et qu'ils sont pas d'accord. Et donc j'étais là en arrivant, c'est pour ça que j'étais un peu en retard, avec la préfecture au téléphone qui me dit que je peux pas venir parce qu'ils veulent se venger de Sainte-Soline sur moi et qu'ils sont très très dangereux. Et donc je dis bah du coup je sais pas, vous leur dire qu'ils arrêtent, 2, vous faites l'article 40, 3, vous faites un comité de la préfecture, 4, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez, mais je leur explique que moi je suis élue d'opposition au Rassemblement National depuis maintenant 8 ans à Hénin-Beaumont, et que si à chaque fois qu'ils me menaçaient j'étais restée chez moi, j'aurais passé beaucoup de temps chez moi. Et que ça aurait ressemblé à un confinement de 8 ans, et qu'en fait si je suis encore là en politique, c'est que j'ai décidé de ne pas me laisser intimider, et que si une fois on commence à annuler un déplacement parce qu'il y a un abruti qui a fait un communiqué bourrin, on risque d'en annuler tous beaucoup parce que ça leur donnera le mode d'emploi pour qu'on ne vienne plus chez eux. Et là, elle me dit, oui, mais ils ont beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir, ils ont l'habitude de passer à l'action. Je dis, bah justement, c'est raison de plus pour que vous interveniez. Et donc je lui ai expliqué, elle me fait, oui, mais là, c'est pas comme Hénin-Beaumont, parce que là, vous venez chez eux. Et donc je dis, comment ça, chez eux? On est en France quand même.
Je n'ai pas besoin de demander un passeport pour venir dans le Lot-et-Garonne. Et donc j'ai dit, par ailleurs, ce monsieur, il n'est pas juste d'extrême droite, il est quand même président de la Chambre d'agriculture, donc vous trouvez normal que le président de la Chambre d'agriculture menace les gens, et apparemment c'est une habitude, passe à l'acte, et apparemment c'est une habitude, et continue d'être président de la Chambre d'agriculture. Elle me dit, oui, mais vous savez, ils ont beaucoup plus de pouvoir que nous dans ce département. Et donc ça aussi, ça doit nous interroger, c'est que je pense que quand on est écolo, je parle surtout des anciens qui étaient à un moment où c'était peut-être encore plus compliqué d'être écolo que maintenant parce que vous étiez moins nombreux et que l'histoire ne vous donnait pas encore raison. Les faits oui, l'avenir oui, mais pas le présent à ce moment-là. Et ben, en fait, on a l'habitude de pas se laisser intimider. S'ils veulent venir me renverser du lisier sur mes chaussures, et ben ils le feront. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous voyez, aujourd'hui, la position de l'État, c'est ah non, faites pisse, restez chez vous, pas de sujet qui fâche, attention. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que tous les sujets dont on discute, mais Cécile, je t'ai entendu très bien en parler sur le nucléaire et sur les bassines, c'est le problème des agriculteurs aujourd'hui ou des pêcheurs, puisque la présidente de Sea Shepherd France a reçu ce matin la visite à son domicile de 50 pêcheurs très énervés qui ont pénétré dans son jardin, qui ont intimidé sa famille, etc. C'est ça qu'on veut monter comme conflit aujourd'hui en France. Les écolos contre l'agriculture, les écolos contre les pêcheurs. Mais le problème des agriculteurs, des pêcheurs et de beaucoup d'autres personnes dans ce pays, c'est pas les écolos, c'est le changement climatique. Et donc, on peut bien essayer de mettre la faute sur nous et de faire de nous des boucs émissaires, ça ne va pas changer grand-chose au problème. Vous avez raison, il faut changer tout ça, et il faut cette République écolo. Alors, j'espère qu'à l'issue de ce séminaire, on aura le tutoriel sur comment la République devient-elle écologique. Vous me donnerez le plan qu'on l'applique. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en plus du plan, il faut une équipe pour faire ce plan. Il faut 3 choses. Évidemment, pour changer tout ça, il faut gagner des élections, il faut prendre le pouvoir. On a réussi à le faire dans quelques villes et quelques grandes villes très symboliques, mais on n'a jamais réussi à le faire au niveau national, et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un échelon qui pose problème. Donc il va falloir s'y mettre. Pour transformer, il faut gagner, et pour gagner, il faut fédérer, il faut une équipe. Je vais terminer là-dessus. C'est l'objet des États généraux de l'écologie qu'on est en train d'organiser chez les Verts. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire au Congrès en décembre 2022. Et on a essayé de lancer ce débat. Je ne vous cache pas qu'en pleine période de retraite, ce n'était pas le moment le plus idéal, mais il n'y aura jamais de bon moment, et donc on l'a lancé quand même, et on relancera beaucoup la com au moment où on sortira de la séquence retraite. Je ne sais pas quand, ça dépend plus de Macron que de moi, puisque tant qu'il ne retire pas sa réforme, on continuera. Et donc ces États généraux, le but, c'est de fédérer ce que le regretté Bruno Latour, le philosophe, appelait la classe écologique. Ce qu'il disait, c'est que la classe écologique, elle est potentiellement majoritaire dans ce pays. Mais ce n'est pas une classe qui, comme d'autres classes sociales, serait consciente d'elle-même. Et comme elle n'est pas consciente d'elle-même, elle n'est pas fière d'elle-même. Et comme elle n'est pas fière d'elle-même, elle n'est pas structurée, fédérée, organisée, alors qu'en face, ils le sont. Bruno Latour, quand il dit ça, il y a tout un débat sur est-ce que Bruno Latour, il n'est pas marxiste, il ne pense plus aux classes sociales. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment un débat, que les classes sociales, elles existent encore, et que la classe écologique, c'est une autre classe qui d'ailleurs recoupe plusieurs classes sociales, et c'est une grille d'analyse qui se surajoute à cela. Donc quand je vous parle de classe écologique, je ne nie pas l'existence de rapports de classe autres, etc. Mais vous voyez, aujourd'hui, il y a les militants d'Europe Écologie Les Verts, il y a des militants qui peuvent se sentir écolos dans d'autres partis sûrement, il y a énormément de gens qui sont des militants associatifs, et puis il y a des parents et des grands-parents inquiets pour leurs enfants, il y a des gens qui sont émus quand ils se promènent en forêt, il y a des gens qui sont des amoureux de la vie sauvage et qui regardent des documentaires animaliers, il y a des paysans, des artisans, des entrepreneurs qui font déjà la transition dans leur quotidien, et il n'y a nulle part où tout ce monde-là peut travailler ensemble. Moi, quand je suis devenue secrétaire nationale des Verts, j'ai rencontré les DG de différentes grosses assos écolo, justice sociale. Et moi, j'avais l'impression qu'il y avait des endroits secrets où on n'était pas parce qu'on était politique, où ils se coordonnaient. Sur le nucléaire, par exemple. Quand on est arrivé, on a dit qu'il faut reprendre la bataille sur le nucléaire. J'ai dit, c'est où l'endroit où vous bossez tous ensemble? Ça n'existait pas parce qu'en fait, je pense que quand on est écolo, on a tellement d'urgence tout le temps, parce qu'on n'est pas assez par rapport aux enjeux, qu'on pédale beaucoup, on a la tête dans le guidon, et en fait, plus personne ne prenait ce temps-là. C'est ça qu'on va faire. Créer la maison commune, l'endroit, un mouvement qui ne soit pas que politique, où on puisse s'organiser, parce que quand, quelques semaines après mon élection, FNE a sorti un super sondage sur la chasse qui montrait que je crois que 80% des gens étaient favorables en France à l'interdiction de la chasse le dimanche. Si on l'avait su ne serait-ce qu'une semaine avant, on aurait pu, nous, monter une campagne qui serait sortie le jour même, ainsi que d'autres assos, et se coordonner. C'est ça qu'on doit faire. Mais comme on a beaucoup parlé aujourd'hui de démocratie, moi je pense que la démocratie ouverte, participative, c'est un outil riche, que beaucoup en politique ne croient plus à ça, mais que notre force est d'y croire encore, et dans les villes où on le fait, ça se passe plutôt bien. C'est pour ça qu'on travaille avec Léonore Monconduit, qui a gagné Poitiers, qui gouverne Poitiers comme ça depuis, et qui a beaucoup conçu avec Charles Fournier aussi ce dispositif avec nous. Donc on a lancé ces états généraux. Le but, c'est de créer ce grand mouvement, s'organiser, se fédérer.
Mais si c'est moi ou Léonore ou Yves Contasso, parce que c'est à côté de moi, mais il y en a plein d'autres, qui disent on va faire de nouveaux mouvements comme ça ne marchera pas parce que nous, on est déjà là. Et comme on est déjà là, c'est pas vraiment nous le problème. Si on veut que d'autres viennent, il faut qu'ils, elles, nous disent pourquoi ils ne sont pas encore là, ce qu'ils attendent, ce qui leur ferait plaisir, comment ils veulent s'engager, parce qu'on ne s'engage plus non plus en 2023 comme on s'engageait il y a 30 ans. En fait, les gens ne veulent plus forcément adhérer à un parti politique, ils cherchent d'autres modes d'engagement et d'action. Et donc il y a 2 phases à ces états généraux, vous pouvez aller voir sur lesécologistes.fr. La première phase, c'est une phase d'écoute qui durera peut-être du coup un peu plus longtemps que prévu. On s'était donné 150 jours, mais peut-être qu'il faudra plus longtemps du fait des retraites. L'idée, c'est que chaque Français qui a un truc à nous dire, où qu'il habite, puisse nous le dire. Donc il y a une grande enquête populaire en ligne, c'est 5 minutes, c'est très facile, très grand public. Mais il y a aussi des cahiers de doléances, ça peut être par courrier, par mail, par message vocal, même ou vidéo, si on veut prendre son téléphone en disant « Eh ben les écologistes, j'ai un truc à vous dire, c'est le moment, on écoutera et on compilera ». Et donc ça, c'est les cahiers de doléances. Et puis après, on va faire des questionnaires spécifiques pour les élus, quelle que soit leur tendance politique, s'ils se considèrent comme écolos, pour la société civile, on est en train de travailler à ça. Et puis dans la deuxième phase, on aura identifié, il y a des choses qui vont faire consensus, donc ce sera bon. Et puis sur les sujets, on aura besoin de plus travailler, comment on fait un mouvement inclusif, comment on porte l'écologie mieux dans la ruralité, dans les quartiers populaires, tous les sujets qu'on doit travailler, et il y en a beaucoup. On fera des petites conférences citoyennes où on tirera au sort 25 personnes dans lesécologistes.fr, des gens qui auront participé, et avec évidemment des gens qui vont les accompagner dans ce processus, on écrira ensemble les contours et les règles de ce nouveau mouvement qu'on doit imaginer ensemble. Donc si vous avez 5-10 minutes, une semaine ou un mois à passer à nous aider, faites-le. On peut organiser des ateliers partout en France sur son territoire ou même en ligne pour recueillir aussi des infos. Et le but, c'est qu'on soit 1 million avant la fin du mandat. Pourquoi 1 million ? Pas juste parce qu'on serait content d'être plein, mais parce que c'est le nombre qu'on doit être si on veut relever les défis qui nous attendent. Et d'après ce que vous avez débattu aujourd'hui, ils sont nombreux. Donc merci, bon courage. C'est pas tous les jours facile d'être écolo, mais c'est bien ce que vous faites. Moi, on dit qu'il n'y a pas de fierté de la classe écologique, mais moi je suis très fière de faire partie de cette famille et je suis très fière des militants écolos au quotidien. Donc on continue, on a beaucoup de travail et bon courage. Merci Marine, toujours aussi enthousiaste, et c'est nécessaire. Dan, je te propose, avant que Daniel, organisateur, conclue cette journée, de dire quelques mots. Tu es adjoint à la maire de Paris, en charge de toutes les questions environnementales, climatiques. Ça marche le micro, ça y est. Écoute, vas-y, puis ensuite Daniel conclura. Je vais être très rapide après l'intervention de Marine, que je salue. Je voudrais d'abord remercier l'Académie du Climat d'avoir organisé ce colloque, et évidemment Daniel Breuiller pour l'organisation de la journée. Je n'ai pas eu la chance, comme Marine, d'assister à cette journée, donc je ne vais pas faire la conclusion. D'ailleurs, il n'y a pas de conclusion à faire, même intermédiaire de cette journée. Mais je voudrais essayer de prolonger l'intervention de Marine à l'instant. Ce qu'on a vu à Sainte-Soline ce week-end, c'est vraiment le niveau de violence, le niveau de gravité des blessures infligées aux manifestants et aussi, dans une moindre mesure, aux forces de l'ordre. C'est l'échec des institutions de la Ve République, pour répondre à ta question, Yves, en introduction. C'est vraiment... Il n'y a plus actuellement, sur des sujets aussi importants que la privatisation de la ressource en eau, parce que c'est ça qui est à l'œuvre à Sainte-Soline, d'espace de dialogue démocratique dans ce pays, en dehors d'une verticalité des institutions. Et le fait d'avoir interdit cette manifestation, le fait de n'avoir pas protégé la liberté de manifester, le fait de s'être opposé à l'arrivée des secours pour soigner les blessés, ce sont des signaux démocratiques extrêmement graves de l'état de nos institutions dans ce pays. Et c'est aussi l'absence d'espace de dialogue démocratique qui explique la violence des affrontements sur les enjeux. Et pareil sur la question des retraites, puisque tout s'est bien passé jusqu'à la 9e journée, et on a une stratégie de la tension. On a une stratégie de la tension qui est mise en œuvre au plus haut niveau de la République française, pour avoir des affrontements, pour avoir des images, pour avoir des incidents qui justifient une répression qui est absolument condamnable d'un point de vue démocratique, d'un point de vue légal, d'un point de vue réglementaire. Donc, je crois que on voit en germe, et malheureusement c'est tragique, on a oublié ce qui s'est passé à Sivens, on a oublié ce qui s'est passé avec Rémi Fraisse,
et on voit qu'on est toujours dans les mêmes schémas, en tout cas de maintien de l'ordre, de rupture du dialogue démocratique qui est nécessaire. Il faut qu'il y ait des endroits où la conflictualité politique puisse s'exprimer et puisse se traduire. Moi, ce que je voulais dire très modestement, et évidemment, Daniel prendra la parole juste après, mais je voudrais dire ce qu'on fait, nous, au niveau parisien, pour essayer de participer à ce renouveau démocratique et, disons, ce réenchantement des institutions au niveau local, parce que c'est un des aspects. Hein. Il y a l'aspect que tu as évoqué, Marine, c'est qu'il faut gagner des élections pour changer cette République, et j'espère qu'on va y arriver à travers les États généraux et à travers tout ce que font les élus locaux partout en France, les élus écologistes. D'ailleurs, j'en vois beaucoup dans la salle et je les salue. Ce qu'on essaye de faire à Paris, on est actuellement dans la phase de révision du plan climat, on va adopter un nouveau plan climat. Et ce qu'on va mettre au cœur comme pierre angulaire de la transition écologique à Paris, c'est la lutte contre les inégalités. Le plan climat de la ville de Paris, ça doit être, ça a déjà été le cas, mais encore plus et encore davantage, un grand plan de lutte contre les inégalités sociales et environnementales. C'est ça l'enjeu du plan climat parisien qu'on va adopter en juillet 2024-2030. Et la question, c'est faire en sorte que notre ville, elle reste habitable et respirable pour tous et pour toutes dans les prochaines années. On a vu cet été qui est en première ligne du changement climatique, qui peut s'adapter à cette accélération du changement climatique sur le territoire parisien. Ce sont toujours les mêmes qui ne peuvent pas partir en congé, qui vivent dans des logements mal isolés, qui vivent près du périphérique, etc. etc. Et avec, je vois Anne-Claire qui est là, on travaille d'arrache-pied pour que la jambe sociale, le pilier social de ce plan climat, il soit vraiment renforcé et qu'on puisse véritablement réduire les inégalités dans une ville comme Paris. C'est ça notre contribution finalement, j'allais dire républicaine, ou en tout cas aux principes républicains qu'on souhaite mettre en œuvre avec l'ensemble des élus écologistes à Paris. Et je pense que les villes, et a fortiori Paris, ont cette capacité à être des territoires d'expérimentation, des laboratoires, pour montrer qu'on a des solutions écologiques, qu'on embarque tout le monde, qu'on laisse personne au bord du chemin de la transition écologique, y compris quand on veut l'accélérer. Il y a plein de sujets qui sont à discuter. Il faut qu'on trouve les bons espaces justement de dialogue démocratique, l'acceptabilité des zones à faible émission, le reste à charge zéro pour les familles qui ont des projets, enfin pour les Parisiens qui n'ont pas de moyens pour faire la rénovation énergétique de leur logement. Autant de questions qui sont complexes, difficiles, etc., mais qu'on doit pouvoir discuter dans des assemblées démocratiques sans imposer les choses. Donc la ville de Paris, elle continue à vouloir être pionnière sur la transition écologique, à vouloir essayer d'inspirer, et maintenant on a la chance d'avoir des grands élus écologistes à Lyon, à Bordeaux, à Strasbourg, à Poitiers, enfin à Grenoble évidemment, partout, qui ont montré qu'on a des solutions pour une transition qui soit à la fois écolo et solidaire, et c'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en avant avec l'ensemble des collègues écolos à Paris. La limite de notre exercice, elle est assez simple. On a besoin d'avoir un cadre national qui favorise l'avènement de cette République écologiste, qui nous donne un cadre légal et réglementaire sur les énergies renouvelables, sur la précarité énergétique, sur l'adaptation de Paris au changement climatique. On a besoin de cette régulation nationale. Donc on a besoin que les écologistes exercent le pouvoir au plus haut niveau. Et c'est un peu la limite de notre exercice. Et aussi, il y a tout ce que ne peut pas faire la ville de Paris, parce qu'elle n'en a pas les moyens ni les prérogatives. Quand on parle de réduction des émissions de gaz à effet de serre, évidemment, on peut faire de Paris une ville extrêmement exemplaire, mais si les grandes compagnies pétrolières, et là je veux citer Total Energy, financées par BNP Paribas, continuent à investir dans des gisements d'énergie fossile, etc. Enfin, tous les écologistes dans cette salle connaissent parfaitement la situation, et on était avec Cécile aux grandes rencontres sur le climat, et on a évoqué les recours qui sont menés par Oxfam, par Notre Affaire à tous, etc. Si on continue à investir, et c'est ça que la République écologiste doit arriver aussi à adresser comme sujet, comme on dit, c'est de pouvoir stopper par des recours juridiques, et la ville de Paris est partie prenante avec New York derrière moi, de ces recours contre ces grands pollueurs de la planète. C'est aussi une façon de reprendre en main notre destin, et c'est ce qu'essaye de faire très modestement la ville de Paris et l'ensemble des élus écologistes parisiens. Merci.
Merci Dan. Donc, je vais passer dans quelques instants la parole à Daniel pour la conclusion, la vraie conclusion de cette journée. Je voudrais juste, avant, remercier à nouveau, évidemment, toutes les équipes de Daniel qui ont fait, et notamment Sophie qui est là, qui a fait un énorme travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Remercier évidemment Claire Monod, coprésidente de la Cité écologique, et toutes celles et ceux qui ont également permis cette réunion. Je voudrais vous dire, au titre de la Cité écologique, j'ai la chance d'en être le secrétaire général, d'ailleurs j'ai vu pas mal de gens de la Cité écologique, que si vous voulez être tenu informé de ce que nous faisons, parce que nous faisons régulièrement des séminaires sous une autre forme, et vous en trouverez d'ailleurs la traduction dans notre revue Propos qui se trouve à la librairie Utopia. Il suffit d'envoyer un mail c'est assez simple, institut.cité.écologique@gmail.com et on vous tiendra informé de tous nos séminaires. La prochaine série est importante, elle s'appellera Écologie ou barbarie, et vous voyez bien à quel point c'est d'actualité. Et puis, je voudrais aussi remercier évidemment Utopia, qui nous accompagne et nous permet de nous rafraîchir à la fois et d'approfondir notre réflexion à travers cette offre magnifique de livres, très bien choisie pour cette journée. Merci à toute l'équipe d'Utopia. Et donc, il y a des signatures de livres, me dit-on, pour les auteurs qui sont ici présents. Et maintenant, Daniel, c'est à toi qu'il revient de terminer cette journée. Il n'y aura pas de questions après, hein, là on termine. Alors, la République écologique, c'est pour quand ? Je ne vais pas donner la date immédiatement, mais je vais quand même donner un motif d'espoir. Dans un monde, je l'ai dit à l'inauguration, où il y a quand même souvent de l'éco-anxiété, du pessimisme, des inquiétudes, moi je dois vous dire que l'intelligence concentrée dans cette salle pendant 6 heures montre l'immense capacité à inventer cette république écologique, et par ailleurs les interventions montrent la nécessité de l'inventer. Marine vient d'évoquer cette semaine bouleversée et bouleversante. La démocratie, ça a été fait pour éviter la guerre. Et la crise démocratique de notre pays nous met dans une situation de ne plus éviter les tensions, les rapports de force physiques, les affrontements, et d'essayer, au fond, d'épuiser notre dispositif démocratique tel qu'il devrait être conçu, c'est-à-dire un espace de dialogue, d'invention partagée, de délibération collective, et de remplacer ça par la légitimité institutionnelle. Eh bien, c'est un sénateur qui vous le dit, même si c'est un sénateur intérimaire avec un mandat de courte durée, les institutions n'épuisent pas la légitimité démocratique. Et la légitimité démocratique, elle se construit d'abord dans l'intelligence partagée, celle des chercheurs. Je voudrais dire un mot de 2 ou 3 des interventions. J'ai retenu d'Olivier Hamon notamment la question de la robustesse. Il nous a expliqué comment, au fond, la compétition et la performance, c'était exactement l'inverse de la robustesse. Plus on se spécialisait, et plus on était fragile. J'avais appris ça d'ailleurs dans mes études sur l'évolution. C'est qu'au fond, si vous avez une toute petite niche, si vous n'êtes capable que de manger des toutes petites graines, le jour où elles disparaissent, vous mourrez. Par contre, si vous êtes à peu près capable de survivre à tous les États, à tous les régimes, vous êtes plus à même de survivre. Eh bien, c'est vrai des sociétés. Donc, la première des choses dont nous avons besoin, c'est de robustesse démocratique. Et cette robustesse démocratique, elle est dans l'idée qu'il n'y a pas un pouvoir central, intelligent et une masse informe ou une foule, comme a pu le dire le président avec des mots d'une violence pour moi, qui suis attaché au sujet démocratique extrêmement blessant, mais il y a une coélaboration permanente de cette démocratie. On s'est essayé à en faire un exercice et je me garderai bien de synthétiser parce qu'au fond, chacun a fait sa propre synthèse. Je voudrais quand même dire quelques mots. Le premier mot, c'est « vive la politique ». Et ça renvoie à ce que tu viens de lancer avec les écologistes, Marine,
à travers ces états généraux. Oui, vive la politique, parce que de quoi souffre-t-on? On souffre d'un manque de délibération et de débat politique. On ne souffre pas de trop de politique. Et quand j'entends les gens nous reprocher d'être coupables de tous les maux de la terre, d'avoir fait échouer le nucléaire dans notre pays et dans le monde entier, je tombe parfois dénu, outre le fait que prêter tant de force aux écologistes est quand même peut-être rassurant d'un certain point de vue, mais où est le débat sur l'enjeu du nucléaire? Au Sénat, par exemple, nous avons essayé de l'avoir. On a même demandé des choses totalement folles, comme par exemple d'avoir une étude académique sur les niveaux d'étiage des fleuves qui auront la responsabilité du refroidissement des centrales dans 50 ans. Quand vous voyez la rapidité de la dégradation de la ressource en eau, mais c'est pas grave, on m'a répondu satisfait. Notre collègue Di Marco a demandé qu'il y ait une étude sur les risques de submersion. Parce que quand même, on parle de montée des eaux, de phénomènes climatiques de plus en plus violents. Son amendement a été voté, il a sauté en CMP parce que la CMP, c'était institutionnellement plus fort et plus intelligent que les débats parlementaires. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Vive la démocratie, vive la conflictualité, pas dans les formes qu'elle a pris hier à Sainte-Soline, mais dans les formes de la conflictualité pour faire grandir une intelligence partagée. Cécile, tu disais il faut des doudous. Je ne sais pas quels sont les doudous partageables pour accepter cette transition. Je répétais souvent, ça te faisait sourire. Moi, je suis devenu écologiste en devenant grand-père. Non pas qu'avant, je n'avais pas ce souci de la question écologique, mais quand vous êtes grand-père ou quand vous êtes parent, je pense à Lisa Bellucco qui va l'être bientôt, forcément, vous vous demandez quel monde vous êtes en train de bâtir, quel monde vous êtes en train d'offrir aux enfants d'aujourd'hui et aux enfants de demain. Et même nos adversaires, et c'est pour moi un deuxième motif d'espoir, même nos adversaires, et je peux vous dire qu'au Sénat, la terre est très aride à l'écologie comme elle est très aride à l'égalité sociale. Même nos adversaires mesureront un jour que l'écologie n'est pas une voie à combattre, mais qu'elle est au fond une solution à beaucoup des difficultés que nous rencontrons. Ce n'est pas non plus tout à fait le monde des bisounours. Il y a un accaparement des richesses, des ressources, qui est une réalité qu'il faut être capable de montrer et de dénoncer. Je pense qu'au fond, nos travaux ont montré ça aussi. C'est-à-dire que dans le libéralisme mondialisé, l'arrivée à une société plus vivable n'est pas une évidence absolue. Et donc, pour rendre cette évidence possible, il n'y a que la mobilisation citoyenne, il n'y a que l'intelligence partagée comme solution. Tu disais la coopération plutôt que la compétition. Ça reste un choix très important. Et je vais terminer avec deux remarques. Une, à propos de la constitution chilienne. Dans une vie antérieure, j'ai beaucoup travaillé avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud s'est dotée d'une constitution au sorti de l'apartheid. Et cette constitution était magnifiquement en avance sur son temps. Elle était non sexiste et non raciste. Mais ça n'a pas suffi à ce que l'Afrique du Sud, post-apartheid, soit non sexiste et non raciste. Et il y a, hélas, dans l'Afrique du Sud, post-apartheid, des conflits et des tensions terribles avec les migrants d'Afrique du Nord pour eux. C'est au-dessus de l'Afrique du Sud. Et il y a un sexisme presque décomplexé aujourd'hui de cette société. Donc les constitutions sont des outils, comme les institutions sont des outils, mais ce ne sont jamais les solutions. Ce qu'est la solution, c'est peut-être le processus constituant. Et au fond, si cette constitution chilienne n'a pas abouti, peut-être que le processus qui a permis son élaboration, lui, continuera à porter ses fruits. Et c'est finalement ma conclusion. Il y a dans chacun de nous beaucoup de graines
qui ne demande qu'à germer, et je revendique toujours que par le croisement de nos idées, nous rendions la fructification possible. Au fond, nous sommes les abeilles de l'intelligence de demain et de la République écologique de demain, et je pense que ces abeilles ont une capacité de faire fructifier l'intelligence dans notre pays et au-delà, en Europe et ailleurs, et que ces abeilles viennent de rangs beaucoup plus larges que ceux d'Europe Écologie Les Verts est une très bonne chose. Je vous invite à mon tour à rejoindre le mouvement des États généraux de l'écologie politique, mais surtout, partout où vous êtes, à continuer à travailler pour que nous partagions de l'intelligence, de l'éducation populaire, et que nous ne croyons pas que la démocratie s'arrête aux formes institutionnelles. Nos institutions ont besoin d'une république écologique, c'est-à-dire d'une forme plus itérative de rapport entre citoyens et production des décisions publiques. Nous en sommes loin, nous avons beaucoup de progrès à faire, mais c'est stimulant, parce que s'il n'y avait pas de progrès à faire, nous n'aurions plus qu'à rentrer chez nous. Là, nous avons encore à nous mobiliser, à combattre, et c'est ce que je nous souhaite. Et encore une fois, merci à tous les intervenants de montrer qu'il y a de l'optimisme lorsque tout va mal. Au fond, c'est la seule réalité qui compte. Nous avons une ardente nécessité à changer, et nous allons le faire ensemble. Et donc n'hésitez pas à passer par la librairie pour consulter les dernières publications et vous les faire dédicacer si vous voulez.